Hello. Top check. Hello. Gross. Okay, Spider-Man. Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je vais vous parler de quelque chose qui obsède le monde, Spider-Man, et de quelque chose qui m'obsède moi, James Cameron. Parce que oui, le réalisateur de Titanic, Avatar ou encore Alien le Retour a failli faire un film sur le super-héros Marvel et c'est le meilleur film jamais fait, c'est James Cameron lui-même et son ego qui le disent. Après la version canon et la grosse série B de Roger Corman, c'est donc à mon tour de continuer ce cycle de vidéos sur les Spider-Man qui n'ont jamais vu le jour. Dans le vrai multivers de Madness, James Cameron a donc fait un film Spider-Man et nul doute qu'il aurait vraiment pu changer beaucoup de choses. Alors déjà, premièrement, à cause de Spider-Man, il n'aurait peut-être pas fait Titanic et là on est vraiment dans une dimension parallèle. Et ensuite, ce film Spider-Man de James Cameron aurait certainement révolutionné le genre et je pèse mes mots. Parce qu'à l'époque, le super-héros c'était une toute autre histoire. C'était avant Sam Raimi, avant sa trilogie avec Tobey Maguire, avant les films X-Men, bien avant Avengers évidemment, et à une époque où le monde allait affronter ou plutôt subir Batman Forever et Batman et Robin. Il y avait bien sûr eu de gros succès avec les films Superman et Batman, mais vu la popularité de l'homme araignée et l'ambition de James Cameron, ce Spider-Man aurait probablement été un raz-de-marée. Et d'ailleurs, sans ce projet finalement abandonné, la trilogie réalisée par Sam Raimi aurait peut-être été très différente, puisqu'elle a recyclé pas mal des idées de James Cameron. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement et malheureusement une bête histoire de gros sous et de gros égos. Tout a officiellement commencé en 1993, quand un film Spider-Man a été annoncé en fanfare avec deux gros noms, James Cameron au scénario et le studio Carolco à la production. Alors à l'époque, Carolco c'était le studio cool et incontournable grâce à Rambo et ses suites, Total Recall, Terminator 2, Basic Instinct ou encore Cliffhanger, bref la moitié de vos films cultes des années 80 et 90, ça vient de Carolco. En 1993, James Cameron était déjà un demi-dieu. Il avait déjà réalisé Terminator, Alien le Retour, Abyss et venait de tourner True Lies avec Schwarzenegger. Et bien sûr, Spider-Man était déjà une superstar et l'un des plus grands super-héros. Spider-Man, Carolco et James Cameron, c'était donc une association de talents très excitante. Ça peut évidemment sembler absurde aujourd'hui puisqu'on a droit à une dose de Marvel à peu près toutes les semaines, mais en 1993, le super-héros c'était tout sauf une évidence à Hollywood. À l'époque, quantité de projets avaient été essayés et enterrés. Les 4 Fantastiques, Hulk, Iron Man et plein d'autres avaient failli arriver, mais ça ne s'est pas fait. Sans parler des adaptations qui ont malheureusement vu le jour comme le téléfilm Doctor Strange de 78 ou le film Captain America de 1990. Bref, au début des années 90, le super-héros c'était légèrement compliqué. Et l'une des principales raisons de ce bordel, au-delà de la peur de se lancer et de se planter, c'était, comme l'a dit Mathieu juste avant, la question des droits et du pur business sur ces marques. C'est précisément pour ça que ce Spider-Man de James Cameron s'est finalement cassé la gueule. Pour embobiner, au début des années 90, Carolco est officiellement entré dans la danse en signant un accord avec un producteur de premier plan, Menahem Golan, qui a co-dirigé Cannon Film durant sa période glorieuse, avec des cartons comme Cobra, Highlander ou encore Bloodsport, on sait que vous les adorez. Avec Carolco, le film Spider-Man pouvait peut-être enfin devenir réalité. L'accord s'est fait sur la promesse d'un film à 50 millions de dollars, c'est-à-dire une grosse production pour l'époque. À titre de comparaison, c'était à peu près le budget du premier Batman et d'Alien 3, même si ça reste loin de par exemple Terminator 2 au hasard qui avait coûté 2 fois plus cher. L'accord stipulait aussi que Menahem Golan devait recevoir un salaire d'1 million de dollars et un crédit de producteur. Et c'est ce détail qui va être une bombe à retardement. Quand James Cameron est arrivé, il a lui aussi donné ses conditions. Il allait écrire le scénario qu'il voulait, demander un salaire de 3 millions de dollars et avait en plus un droit de regard sur tous les gens impliqués. Et il ne voulait pas que le producteur Menahem Golan apparaisse au générique, probablement parce que son scénario à lui n'avait plus rien à voir avec celui que le producteur défendait avant qu'il arrive. Résultat, le producteur a attaqué Carolco en justice en 1993, alors que le projet décollait pour de bon. En gros, Carolco avait mal géré les contrats, si bien que James Cameron et Menahem Golan étaient tous les deux dans leurs droits. Ça a été le premier clou dans le cercueil de ce projet Spider-Man. Le deuxième, c'était la santé financière de Carolco au bord de la faillite. Le studio était tellement mal en point qu'ils ont essayé d'éviter la noyade en revendant les droits de Spider-Man au studio MGM. Cette situation a ouvert les portes de l'enfer, puisque toutes les personnes liées aux droits du héros depuis des années sont sorties du bois avec leurs avocats. Alors prenez une grande inspiration parce que ça ressemble à un épisode de Succession. Carolco a attaqué Viacom et Tristar pour les droits TV et vidéo de Spider-Man. Viacom et Tristar ont répondu en attaquant Carolco, mais aussi Marvel et 21st Century Film où bossait Menahem Golan, donc le producteur dont je parle depuis le début. Pathé, qui détenait MGM, a sorti la mitraillette pour attaquer à peu près tout le monde. Bref, un an après, c'était un champ de ruines, la moitié des boîtes ayant déposé le bilan. Et au milieu des décombres, il y avait James Cameron, il était là, toujours motivé, et il a même essayé de sauver l'affaire en allant voir le studio Fox pour les convaincre de racheter les droits. Mais le cas Spider-Man, c'était clairement un trop gros bordel à démêler, notamment parce que Sony s'accrochait aux droits, et la Fox ne voulait pas se lancer dans une telle bataille. Cameron était convaincu que ça en valait la peine, que c'était potentiellement une franchise à 1 milliard, et no shit, il avait légèrement raison. Dans tous les cas, c'est à cause de tout ça que le projet s'est fini en eau de boudin.
Mais alors au-delà de tout ce pourquoi le projet ne s'est pas fait, à quoi aurait pu ressembler le Spider-Man de James Cameron? C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est le plus intéressant, et la réponse est assez claire puisque le projet avait bien commencé à prendre forme. Parce que pendant cette tempête de procès qui a dû faire frétiller la moitié des cabinets d'avocats de Los Angeles, James Cameron avait commencé à réfléchir très concrètement à son film. Il avait écrit un traitement, c'est-à-dire une ébauche de scénario d'environ 50 pages. Il avait donc établi les grandes lignes de son film Spider-Man. Les personnages, l'intrigue, les scènes d'action, les méchants, tout était à peu près décidé. Et c'est assez passionnant de se replonger dans cette version abandonnée où James Cameron a réutilisé plein d'idées des précédents scénarios abandonnés, mais avec sa touche et bien sûr son ambition. Déjà, commençons par le commencement, la naissance de Spider-Man chez James Cameron. Le réalisateur avait mis l'accent sur la jeunesse du héros et s'amusait même à dire que ce n'était pas Spider-Man mais Spider-Kid. Dans son scénario, il reprenait une idée des précédentes versions abandonnées. L'adolescent gagnait ses pouvoirs suite à une sortie scolaire pour étudier des mouches génétiquement modifiées. L'une d'elles se retrouvait dans la toile d'une araignée, l'araignée bouffait la mouche mutante et l'araignée mordait Peter Parker. Il y avait donc un petit détour sur la route de la mutation. Mais le détail de taille qui a marqué les esprits, c'est la nature des toiles tissées par Peter Parker. Dans les comics, le héros utilise des lance-toiles, c'est donc un petit génie des sciences qui a besoin d'un appareil pour se lancer dans les rues de New York et s'accrocher partout. Mais James Cameron préférait que ce soit une extension organique qu'il sécrète et lance de ses poignets. Il a donc littéralement ça en lui. C'est ce qu'on voit dans les Spider-Man de Sam Raimi et ça avait beaucoup attiré l'attention à l'époque, parce que c'est différent des comics et c'est un vrai choix lourd de sens. En réalité, l'idée ne vient pas de James Cameron, elle vient de la version horrifique complètement déglinguée de la canon dont Mathieu parlait juste avant, mais James Cameron a réexploité cette idée comme quelques autres et surtout il l'a prise au sérieux et l'a creusée, pour montrer que Peter Parker, pour lui, c'est quasiment un monstre, un freak à cause de ses pouvoirs. James Cameron montrait donc comment Peter Parker faisait tout pour camoufler sa nature et notamment ses toiles au poignet. Il allait jusqu'à créer de faux lance-toiles pour faire croire que ça ne sortait pas de son corps et que c'était des appareils. C'est une idée très malicieuse qui jouait donc avec l'héritage des comics, mais qui surtout était lourde de sens pour un adolescent, qui a du mal à gérer une substance blanchâtre qui sort de son corps à la force de ses poignets et qui colle au mur. Salut maman. La transformation de Peter en Spider-Man était plus inquiétante, voire carrément cauchemardesque. Il était hanté par des rêves fiévreux, il découvrait les transformations progressives de son corps et il perdait vraiment le contrôle. Il se réveillait par exemple dans des endroits absurdes comme accrocher la tête à l'envers à un poteau ou au sommet d'un pont à moitié à poil. Conscient de sa nature mi-fantastique, mi-monstrueuse, il décidait de se transformer en attraction sous l'identité de Spider-Man pour gagner de l'argent dans les rues et à la télévision. Tout ça avec la peur d'être découvert et considéré comme une horreur qui inspire la peur et le dégoût. Donc d'un côté on avait l'adolescent qui parvenait à créer un alter ego populaire, fort et admiré, et de l'autre il était intimement convaincu d'être une créature de fête foraine. Autre point commun avec le film réalisé par Sam Raimi, la présence de Mary Jane qui pourtant n'est pas sa première copine dans les comics, puisque c'est Gwen Stacy. Leur petite romance se construisait grâce à un travail à l'école sur les araignées parce que, pourquoi faire subtil? Flash, la méchante brute du lycée, était également dans le scénario. Mais il y avait là encore quelques petites touches plus matures dans la romance. Peter essayait d'utiliser ses pouvoirs pour épier Mary Jane et il finissait par coucher avec elle au sommet du pont de Brooklyn où il l'attachait avec ses toiles d'araignée. Bref, James Cameron imaginait vraiment ce qu'un ado pourrait faire ou pourrait vouloir faire avec de tels pouvoirs. L'incontournable mort de l'oncle Ben était évidemment là, Peter vivait le même traumatisme, il était emmené après avoir retrouvé le meurtrier par la police, il décidait de s'échapper, devenant ainsi un fugitif. C'était pour le plus grand bonheur de Jameson, ici un présentateur TV convaincu que ce Spider-Man ne pouvait être qu'une menace pour la société. Côté grand méchant, que des méchants vus au cinéma depuis. Electro, qui était le grand méchant de ce scénario, et l'homme sable, qui devait être son homme de main. Mais là encore, James Cameron avait une vision assez particulière. Déjà, Electro ne s'appelait pas Max Dillon, comme dans les comics et The Amazing Spider-Man Grosse Bouse numéro 2, mais Carlton Strand. Et personne ne l'appelait Electro dans le film, il était simplement désigné comme ça dans le scénario. Au début du film, il était déjà Electro, il avait déjà ses pouvoirs. On découvrait ses origines grâce à un flashback en cours d'histoire qui revenait 10 ans en arrière et expliquait comment ce petit escroc était devenu le super vilain et super riche Electro. En gros, trahi par ses copains malfrats, il se retrouvait pourchassé par la police et arrivait par hasard, sur un site scientifique au milieu du désert. Il était électrocuté lors d'un orage au milieu de dizaines de paratonnerres et c'est comme ça que tout a commencé. Il décidait ensuite de se venger de ses anciens partenaires et il comprenait qu'il pouvait contrôler la technologie comme les téléphones, les ordinateurs et surtout l'information. Il commençait ainsi à manipuler les données bancaires et tous ces trucs sérieux pour devenir un puissant homme d'affaires. Dans le scénario, James Cameron le présentait comme un mélange entre Michael Milken, un célèbre banquier, et Donald Trump, vous savez le célèbre acteur aperçu dans Maman, j'ai raté l'avion. Mais ce grand pouvoir impliquait de grosses emmerdes puisque Strand ne pouvait plus avoir aucun contact avec un être humain au risque de le cuire sur place, soit un petit problème avec sa femme Cordelia.
Il y avait notamment une scène où on découvrait leur rituel pour le sexe. Cordelia portait une combinaison de plongée, parce que James Cameron aime beaucoup la plongée, pour être isolée de l'électricité de son mari. Ne me demandez pas les détails pratiques, on m'a interdit de partager ma théorie et surtout mes petits croquis. Toujours est-il que ce Electro, en bon mal alpha, lui demandait de retirer la combinaison avant de l'embrasser sauvagement et donc de la tuer en l'électrocutant. Puis il l'embrassait à nouveau et la réanimait, c'est-à-dire une jolie image de rapport toxique et pervers. Dans le film, Electro apprenait l'existence de Spider-Man et voulait d'abord le recruter. L'homme sable était un de ses hommes de main et il voulait former une bande de super vilains pour régner sur la ville, un peu comme les Sinister Six, oui. Peter Parker hésitait presque parce qu'avec cet argent, il pensait pouvoir aider sa gentille tante May, mais bien sûr, le héros restait un héros et il refusait l'argent du méchant. C'est là qu'Electro perdait son calme et décidait de ruiner la réputation de Spider-Man en mettant en scène de faux et méchants Spider-Man dans la ville, et en payant grassement Jameson pour diffuser des fake news sur BFM TV New York. Strand allait jusqu'à tuer Cordelia pour que Spider-Man soit accusé du meurtre. Il kidnappait évidemment Mary Jane vers la fin du film pour piéger Spider-Man, et les deux s'affrontaient au sommet du World Trade Center. Oui, c'est un autre monde, c'est là qu'avait lieu le combat final. Peter sauvait in extremis Mary Jane, encore une fois évidemment, et Electro était finalement tué dans le combat, malgré la tentative de Peter pour être un gentil et sauver le méchant. Le héros retirait finalement son masque pour lui révéler son identité à la fin. À la toute fin de la bataille, à l'aube, le Robin des Bois tisseur décidait de littéralement lâcher dans les airs la fortune de Strand qu'il avait volée au peuple. Les billets verts pleuvaient donc dans les rues de New York où les habitants sautaient de joie en les récupérant. Autre petit point commun avec le film de Sam Raimi, à la fin, MJ embrassait Peter et elle comprenait qu'il était Spider-Man. Néanmoins, c'était bien plus explicite et assumé, c'est James Cameron, et c'était un moment beaucoup plus léger que dans le film de Sam Raimi. Le film se termine ainsi avec Peter qui humiliait Flash devant toute l'école, avant qu'on quitte Spider-Man dans son costume dans les rues avec une voix off classique pour parler de cette nouvelle vie. Bien sûr, il y a des points communs entre cette version de James Cameron et le film réalisé par Sam Raimi, comme je viens de le dire. Mais en fait, ça n'a rien de vraiment remarquable. Sur un tel projet, après des années et des années de travail et de tentatives, chaque nouvelle version est imaginée à partir des précédentes, que ce soit pour copier ou changer des éléments. James Cameron avait récupéré des idées déjà écrites avant et le film de 2002 a fait de même avec lui. Officiellement, le Spider-Man version Sam Raimi a été écrit par David Coeb, je sais pas comment on le dit, mais David Coeb, vous le connaissez puisque c'est le scénariste bien connu de Jurassic Park, Mission Impossible ou encore La Guerre des Mondes, bref, que des super films. Mais il y a toujours des batailles en coulisses pour savoir qui créditer sur ces gros films et souvent des arbitrages sont faits par la guilde des scénaristes. Ce scénario n'existe que parce qu'il a été imaginé à partir des cadavres des précédents. Et d'ailleurs, Ted Newson, un scénariste qui avait travaillé sur une des nombreuses versions abandonnées de Spider-Man dans les années 80, avait demandé à être crédité sur la version de 2002, mais on le lui a refusé. Enfin, dernier point à aborder et pas des moindres, le casting. Ça nourrit pas mal de fantasmes puisqu'en 1997, pendant la promo de Titanic, James Cameron a expliqué qu'il envisageait Leonardo DiCaprio pour le rôle de Peter Parker. Arnold Schwarzenegger lui a mentionné au détour d'une interview qu'il aurait dû incarner Octopus, qui pourtant n'est pas dans le scénario, et que James Cameron s'était battu pour qu'il soit casté en vain. Alors, est-ce que ce Octopus était un méchant alternatif dans une autre version du film, ou est-ce que c'était pour une apparition secrète afin de préparer la suite à un grand univers? C'est la question la plus amusante, on va dire, parce que James Cameron n'a jamais caché qu'il voulait lancer une saga entière, donc ça aurait eu du sens, surtout avec l'inspiration des Sinister Six dans le scénario. En gros, James Cameron voulait créer son MCU avant l'heure. Sauf qu'il avait en tête un film de super-héros plus réaliste, plus fantaisiste, meilleur peut-être. Il voulait en tout cas qu'on croie à cette réalité et il n'hésitait pas à citer ses propres films, Alien et Terminator, pour montrer ce désir d'ancrer l'univers dans quelque chose de réel, dans un New York normal où on pourrait vraiment imaginer qu'on vit. James Cameron voulait aussi un Spider-Man moins gentil, avec quelques répliques et gros mots qui en auraient peut-être fait un film déconseillé aux gamins aux États-Unis. Quand il a finalement compris que ce Spider-Man était maudit pour lui, il s'est lancé corps et âme dans Titanic et merci pour ça. Ce succès monumental lui a confirmé une chose, il préférait écrire ses propres histoires et ne pas courir après les propriétés intellectuelles détenues par les sociétés et les studios. En gros, il voulait être son propre maître et ne pas trop dépendre des autres. Avec le recul, il a affirmé que l'échec de Spider-Man avait même été un coup de pied au cul pour le forcer à créer des choses lui-même. Après Titanic et sans compter des documentaires, il a fait Avatar, un univers entièrement original. Et avant de gueuler pour dire que ça ressemble à Pocahontas, je dis original dans le sens c'est pas un roman, ni un jeu vidéo, ni un comics, ni un remake. James Cameron rêvait d'une grande saga Spider-Man, d'un grand univers qui rassemble un très large public. Alors ça n'a pas marché, mais il a fini par créer sa propre franchise avec Avatar. Et d'ailleurs, l'idée d'Avatar a germé en 1994, soit pendant la période où James Cameron était pris dans le bordel Spider-Man. C'est donc un peu beaucoup grâce à Spider-Man qu'on a eu Avatar, et rien que pour ça, on a envie de dire merci l'araignée. On dit aussi merci à toutes les personnes qui ont failli faire un film Spider-Man de près ou de loin, parce que c'est une longue, étonnante et passionnante histoire. C'est pour ça qu'on fait un cycle sur ces projets abandonnés. Il y en a eu avant et après James Cameron, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on a fait sur le sujet. Et comme d'hab,
Si vous voulez et que vous pouvez nous soutenir, il existe un abonnement à écran large. Alors à quoi ça sert? Déjà à nous aider pour qu'on continue à exister, et aussi à avoir accès à de formidables articles exclusifs chaque semaine. Des articles où on revient par exemple sur Jour de tonnerre, Ken Park et le solitaire. Le lien pour s'abonner est en description de la vidéo comme d'habitude. C'est tout pour moi, et n'oubliez pas de regarder tout notre cycle Spider-Man parce que je vous assure que c'est génial. Merci.